La lune est pleine au-dessus du golfe de Gascogne dans la nuit du 5 juillet 1942. Le chef d'escadrille, Jefferson Herbert Greswell, scrute à travers le pare-brise de son bombardier Wellington Vickers, s'efforçant de distinguer quoi que ce soit dans l'obscurité en contrebas. Quelque part sous lui, des U-boots allemands traversent ces eaux, faisant surface à la faveur de la nuit pour recharger leurs batteries et foncer vers les convois alliés. Mais Greswell pourrait tout aussi bien être aveugle. Son appareil est équipé d'un radar ASV Mark II capable de détecter un sous-marin en surface à 16 km de distance. Le problème, ce sont ces 30 dernières secondes. Lorsque son Wellington atteint la portée visuelle, l'équipage du U-boot entend les moteurs, déclenche l'alarme et le sous-marin disparaît sous les vagues en moins d'une minute. Mois après mois, les avions du Coastal Command de la RAF détectent des sous-marins au radar, foncent vers le contact et arrivent pour ne trouver que de l'eau vide. Les statistiques sont accablantes. En 1941, le Coastal Command de la RAF parvient à couler exactement un U-boot dans le golfe de Gascogne. Un seul. Pendant ce temps, les sous-marins allemands massacrent les navires marchands au rythme de 400 000 tonnes par mois. La Grande-Bretagne est à 12 semaines de la famine. Les U-boots sont en train de gagner. De retour à la base de la RAF de Chivenor dans le Devon, un obscur chef d'escadrille sans diplôme d'ingénieur est assis dans un atelier entouré de phares de voitures et de feux d'atterrissage d'avions, esquissant des modifications sur un logement rétractable. Ses officiers supérieurs pensent qu'il perd son temps, ses camarades pilotes pensent qu'il a perdu la raison. Les ingénieurs du ministère de l'Air, qui connaissent réellement la physique, ont déjà rejeté son idée comme techniquement impossible. Ce que le commandant d'escadre Humphrey de Verdleigh ne sait pas, ce que personne au Coastal Command ne sait, c'est que son expérience illégale est sur le point de tout changer. Dans les 5 mois à venir, son invention coulera plus de sous-marins dans le golfe de Gascogne que l'ensemble de la Royal Air Force n'a réussi à le faire au cours des 2 années de guerre précédentes. Dans les 2 ans, les commandants de U-boot refuseront de faire surface la nuit, même lorsque leurs batteries seront mortes et leurs équipages en train de suffoquer. Les marins allemands appelleront le golfe de Gascogne la vallée de la mort. L'amiral Karl Dönitz perdra tant de sous-marins qu'il retirera temporairement l'intégralité de sa flotte de U-boot de l'Atlantique Nord. Et tout commence avec un officier d'âge mûr, un phare de voiture et une idée que tous les experts de Grande-Bretagne disent irréalisable. Pour comprendre pourquoi la Grande-Bretagne est en train de perdre la bataille de l'Atlantique en 1942, il faut comprendre le plus grand avantage des U-boots, l'obscurité. Les sous-marins allemands de type 7C ne peuvent n'est-ce pas gagner un combat loyal. En surface, ils sont lents, fragiles et ne transportent que 14 torpilles. En plongée, ils sont presque aveugles, rampant à 7 nœuds avec des batteries qui meurent après 90 minutes. Mais la nuit, ils sont mortels. Le commandant de U-boot fait surface dans l'obscurité, recharge ses batteries, devance le convoi à 17 nœuds et plonge avant l'aube pour attaquer depuis une position parfaite. Pendant les 2 premières années de guerre, le Coastal Command de la RAF ne peut pas les atteindre. En 1940, le vice-maréchal de l'air Frederick Bowhill devient commandant en chef du Coastal Command et fait face à un problème impossible. Ces avions peuvent repérer les sous-marins au radar, mais le radar ne donne qu'un relèvement et une distance. La nuit, quand le pilote aperçoit enfin le sous-marin, celui-ci est déjà en train de plonger. La fenêtre d'attaque dure exactement 23 secondes, le temps entre l'acquisition visuelle et l'immersion complète. Aucun équipage ne peut combler cet écart. Les Britanniques essaient en tout. Ils larguent des fusées éclairantes. Les fusées alertent le sous-marin et mettent 18 secondes à s'illuminer. Ils installent des moteurs plus puissants. Les U-boots les entendent à 3 km de distance. Ils développent des torpilles acoustiques. Sans visuel, les torpilleuses manquent leur cible de plusieurs centaines de mètres. Ils entraînent les équipages à attaquer plus vite. La physique se moque de l'entraînement. Mois après mois, les équipages du Coastal Command effectuent pourtant des approches radar parfaites, arrivent précisément sur la cible et attaquent de l'eau vide. Les commandants d'escadrille rédigent des rapports mentionnant dommages probables ou nappes de pétrole observées. L'amirauté connaît la vérité. Ils ne touchent rien.
Au printemps 1942, les experts sont unanimes, il n'y a pas de solution. Le chef de l'unité de développement du Coastal Command, l'escadrille d'innovation d'élite de la RAF, conclut que les attaques nocturnes réussies contre des sous-marins en surface sont techniquement irréalisables compte tenu des limitations actuelles. Puis Humphrey de Verdleigh arrive à l'unité de développement et commence à poser des questions dérangeantes. Leigh a 44 ans, un âge vénérable selon les standards de la RAF. Il a appris à voler dans le Royal Flying Corps pendant la Première Guerre mondiale, puis a passé 20 ans à naviguer d'escadrille en escadrille, sans jamais vraiment s'intégrer, sans jamais vraiment obtenir de promotion. Il n'a pas de formation d'ingénieur. Il n'a aucun diplôme en physique ni en mathématiques. Ce qu'il a, ce sont 1500 heures de patrouille maritime et un refus obstiné d'accepter le consensus des experts. En janvier 1941, alors qu'il est en poste à l'unité de développement du Coastal Command de la RAF, Leigh assiste à un briefing technique sur le problème des attaques nocturnes. L'officier ingénieur explique avec des graphiques et des équations pourquoi il est physiquement impossible d'illuminer une cible sous-marine la nuit sans l'alerter au préalable. Les fusées éclairantes descendent trop lentement, les feux d'atterrissage consomment trop d'énergie, les bombes flash aveuglent le pilote. Leigh lève la main. Et si nous montions un puissant projecteur sur l'avion et que nous l'allumions à la dernière seconde ? La salle se tait, puis tout le monde éclate de rire. L'officier ingénieur explique patiemment que les générateurs d'avion ne peuvent pas alimenter un projecteur assez puissant pour illuminer un sous-marin depuis l'altitude d'attaque. Même s'il le pouvait, le poids rendrait l'avion impossible à piloter. Même si ce n'était pas le cas, le bloc de batterie nécessaire occuperait l'intégralité de la soute à bombe. L'idée viole 3 lois distinctes de l'ingénierie électrique. Leigh hoche poliment la tête. Puis, il se rend à son atelier et commence à le construire quand même. Il n'a aucune autorisation, aucun budget, aucune équipe, juste une certitude grandissante que les experts ont tort. Au cours des 4 mois suivants, tout en accomplissant officiellement ses tâches habituelles, Leigh transforme des phares de voitures, récupère des feux d'atterrissage d'avion et teste des projecteurs à arc de carbone de plus en plus puissants montés sur des supports rétractables. Ses camarades officiers pensent qu'Opotskill fait une dépression. Son officier commandant le menace de sanctions disciplinaires pour gaspillage de ressources militaires. Le 3 juin 1942, Leigh effectue sa première mission opérationnelle avec son projecteur, bricolé installé dans la soute à bombe d'un bombardier Wellington. Cette nuit-là, il change la guerre navale pour toujours. Le chef d'escadrille, Humphrey de Verdleigh, ne devrait pas exister. Né à Aldershot en 1897, fils d'un pasteur, Leigh rejoint le Royal Flying Corps en 1916 et effectue des missions de reconnaissance au-dessus du front occidental. Quand la Première Guerre mondiale se termine, il démissionne de sa commission et disparaît dans la vie civile. La plupart de ses camarades pilotes supposent qu'il en a fini avec l'aviation. Puis septembre 1939 arrive. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne et Humphrey Leigh, 42 ans, retourne dans un bureau de recrutement de la RAF et demande à reprendre son ancien poste. La RAF a désespérément besoin de pilotes expérimentés, alors il passe outre son âge et son absence de décoration de combat. Il l'affecte au Coastal Command, la force de patrouille maritime que tout le monde considère comme une affectation de second ordre, tandis que les pilotes du Fighter Command deviennent des célébrités et que les équipages du Bomber Command récoltent la gloire au-dessus de l'Allemagne. Les équipages du Coastal Command effectuent d'interminables patrouilles au-dessus d'un océan vide, cherchant des sous-marins qu'ils trouvent rarement et ne coulent presque jamais. Leigh se moque de la gloire. Ce qui l'intéresse, ce sont les mathématiques. Au cours de sa première année de retour en service, il effectue plus de 300 heures de patrouille anti-sous-marine. Il remplit des carnets de calcul, portée de détection radar, vitesse d'approche des avions, temps de plongée des sous-marins, distance d'acquisition visuelle. Ses camarades pilotes le trouvent obsessionnel. Son commandant d'escadrille pense qu'il perd du temps, qui devrait être consacré à boire aux messes des officiers. Mais Leigh voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Les calculs fonctionnent, le timing fonctionne. La seule pièce manquante, c'est la lumière.
La percée survient lors d'une patrouille nocturne de routine en décembre 1941. Leigh pilote un Wellington quand son opérateur radar détecte un contact sous-marin. Leigh commence son approche, descente lente, moteur réduit, cap parfait. Puis, à 800 mètres de la cible, son copilote aperçoit un bateau de pêche avec ses feux allumés. Pendant exactement 3 secondes, les lumières illuminent l'eau. En ces 3 secondes, Leigh aperçoit le kiosque du sous-marin, noir contre l'eau éclairée par la lune. Puis le bateau de pêche tourne, les lumières balayent un tailleur et l'obscurité revient. Lorsque Leigh atteint la position d'attaque, le sous-marin a plongé, mais Leigh en a vu assez. Le problème n'est ni la puissance, ni le poids, ni l'ingénierie électrique. Le problème, c'est la durée. Les fusées éclairantes brûlent pendant 30 secondes, assez longtemps pour alerter le sous-marin. Ce dont il a besoin, c'est de 3 secondes de lumière intense activée au tout dernier moment. De retour à la base, Leigh esquisse son premier design sur une serviette. Un puissant projecteur à arc de carbone de 60 cm de diamètre, monté dans un logement rétractable sous l'avion. Le pilote le maintient éteint pendant toute l'approche radar, conservant un silence et une obscurité absolue. Puis, à exactement 15 mètres d'altitude et 45 mètres de la cible, il actionne un interrupteur. 22 millions de bougies de puissance lumineuse jaillissent de sous l'avion, transformant la nuit en jour, figeant l'équipage du sous-marin dans une illumination parfaite, donnant au bombardier précisément 3 secondes pour larguer les grenades sous-marines avant que le U-boot ne puisse réagir. 3 secondes. C'est tout ce dont il a besoin. Le lendemain matin, Leigh demande une entrevue avec son officier commandant et explique son idée. La réponse est immédiate et dévastatrice. C'est totalement illégal selon les spécifications électriques en vigueur. Et de plus physiquement impossible. Demande refusée. Humphrey Leigh le fait quand même. Il n'a aucune permission officielle, aucun budget et aucune équipe. Ce qu'il a, c'est l'accès aux ateliers de l'unité de développement du Coastal Command et une tolérance résignée de la part de mécaniciens qui ont vu trop de bonnes idées mourir dans des comités. Leigh commence avec des phares de voiture, modifiés, recablés et montés sur un cadre en bois. Trop faible. Il passe au feu d'atterrissage d'avion, plus lumineux mais toujours insuffisant. Il a besoin de quelque chose capable d'illuminer une cible à 60 mètres dans l'obscurité totale. En mars 1942, Leigh le trouve, un projecteur naval à arc de carbone de 60 cm conçu pour les cuirassés, consommant une puissance qui ferait sauter tous les fusibles d'un bombardier Wellington. Les ingénieurs électriciens de la RF ont raison sur un point. Le générateur de son avion ne peut pas alimenter ce monstre. Alors Leigh n'utilise pas le générateur. Il conçoit un énorme bloc de batterie, le connecte directement au projecteur et installe l'ensemble dans un logement rétractable qui descend sous le fuselage comme une bombe. Le Leigh Light, comme les autres pilotes l'appellent par moquerie, ajoute 360 kg au poids de l'avion et réduit la charge de bombe de 4 grenades sous-marines. Son officier commandant découvre le projet en mai 1942. La confrontation est explosive. Vous avez violé 3 directives distinctes du ministère de l'Air. Vous avez gaspillé des ressources au sol. Vous avez installé un équipement non autorisé sur des avions opérationnels. Je devrais vous traduire en cour martiale. Leigh se tient au garde à vous, maintenant une attitude militaire parfaite. Avec tout le respect que je vous dois, mon commandant, je demande la permission d'effectuer un seul test opérationnel. Si cela ne fonctionne pas, je démonterai personnellement chaque composant à mes propres frais et j'accepterai toute sanction que vous jugerez appropriée. L'officier commandant le fixe pendant 10 bonnes secondes, puis un seul test. Vous échouez, c'est terminé, c'est clair? Oui, mon commandant. Dans la nuit du 3 juin 1942, Leigh décolle de la base de la RF de Chivenor à bord du Wellington ES 986. Son équipage pense que ce sera son dernier vol avant une réaffectation à un poste de bureau. Son copilote, un Australien nommé Alan Triggs, s'est porté volontaire spécifiquement pour être témoin de ce qu'il appelle la mission suicide de Leigh. Le plan de vol est simple, patrouiller le golfe de Gascogne jusqu'à ce que le radar détecte un sous-marin, puis utiliser le projecteur non autorisé pour une seule passe d'attaque. Soit la lumière fonctionne, soit la carrière de Leigh se termine cette nuit.
À 2h17 du matin, l'opérateur radar détecte un contact à 19 km de vent. Leigh réduit les gaz, commence sa descente, approche dans l'obscurité totale. Le sous-marin navigue en surface, rechargeant ses batteries, totalement inconscient que la mort descend d'en haut. Leigh se stabilise à 15 mètres, s'aligne sur le relèvement radar. Maintenir le cap. À 180 mètres, il ne voit rien, juste de l'eau noire reflétant le clair de lune. À 90 mètres, toujours rien. Son bombardier égrène la distance par l'interphone. 65 mètres, 55, 45. Leigh tend la main vers l'interrupteur et la nuit explose en plein jour. 22 millions de bougies, de lumière blanche pure jaillissent dessous le Wellington, transformant le golfe de Gascogne en une scène de théâtre. Là, figé dans une clarté parfaite, se trouve le sous-marin italien Luigi Torelli. L'équipage s'agite sur le pont, le kiosque brille, le sillage s'étend en blanc derrière lui. Le bombardier de Leigh n'a besoin d'aucune instruction. Les grenades sous-marines tombent. 3 secondes plus tard, la lumière s'éteint. Le sous-marin survit, mais il est paralysé, incapable de plonger, capturé par des navires de surface. Le lendemain matin, Leigh envoie un message radio à la base en 4 mots. Le dispositif fonctionne parfaitement. 2 jours plus tard, Leigh se présente devant une commission d'examen au quartier général du Coastal Command. Sont présents son commandant de base, 2 ingénieurs du ministère de l'Air, un représentant de l'amirauté et le maréchal en chef de l'Air, Philippe Joubert de La Ferté, le nouveau commandant en chef du Coastal Command. L'atmosphère est hostile. L'ingénieur principal du ministère de l'Air ouvre l'attaque. Chef d'escadrille, Leigh, votre modification non autorisée viole la section 7, paragraphe 4 de l'ordonnance du ministère de l'Air numéro 1940 et 1/6, qui interdit expressément l'installation d'équipements électriques non standards dépassant la capacité du générateur. Vous avez contourné les systèmes de sécurité, installé des batteries non approuvées et créé un risque d'incendie significatif. Ce dispositif devrait être immédiatement retiré du service. Leigh reste debout. Avec tout le respect que je vous dois, mon commandant, le dispositif a illuminé avec succès une cible sous-marine et a permis une attaque qui a endommagé un navire ennemi. Le représentant de l'amirauté intervient. Endommagé, pas coulé. Vous avez paralysé un sous-marin italien qui a ensuite été capturé par des navires de surface. Félicitations. Vous avez créé une pénalité de poids de 360 kg qui réduit notre charge de bombes pour accomplir quelque chose que nos destroyers auraient pu faire de toute façon, parce que j'ai attaqué avec des grenades sous-marines d'entraînement, répond Leigh. En configuration opérationnelle avec une charge d'armement complète, la cible aurait été détruite. La salle explose. 3 officiers se mettent à crier simultanément. Le commandant de base exige de la documentation. Les ingénieurs insistent sur 3 mois de tests de sécurité. Le représentant de l'amirauté remet en question le principe même des attaques nocturnes. Leigh reste au garde à vous, ne disant rien tandis que sa carrière brûle autour de lui. Puis le maréchal en chef de l'Air Joubert lève une main. La salle se tait. Joubert est commandant en chef du Coastal Command depuis exactement 8 jours. Il a pris le commandement le 5 juin, 2 jours avant la mission non autorisée de Leigh. C'est un pragmatique qui a passé la dernière semaine à examiner des statistiques qui le rendent physiquement malade. Un sous-marin coulé dans le golfe de Gascogne en toute l'année 1941. Un seul. Pendant ce temps, les U-Boot coulent 60 navires alliés par mois. Joubert regarde Leigh droit dans les yeux. Combien de sous-marins pourriez-vous couler par mois si je vous donnais 10 avions équipés de ce dispositif? Leigh n'hésite pas. 5, mon général, au minimum. L'ingénieur manque de s'étouffer. C'est absurde, vous n'avez effectué qu'un seul test. 6 interrompt Joubert. Je me contenterai de 6 sous-marins, si vous pouviez en couler un par semaine. Il se tourne vers son état-major. Messieurs, j'ai examiné le dossier de service du chef d'escadrille, Leigh. 1500 heures de patrouille maritime, 2 ans dans l'unité de développement, 0 incident disciplinaire jusqu'à celui-ci. Il a enfreint le règlement parce que le règlement l'empêchait de gagner la guerre. Maintenant, vous pouvez passer 3 mois à tester son dispositif pendant que nous perdons encore 200 navires marchands.
où vous pouvez installer son projecteur sur chaque Wellington disponible du 172e escadron et voir ce qui se passe. Je choisis la deuxième option. La salle explose à nouveau, mais cette fois, Joubert laisse faire. Après 30 secondes, il se lève. Tout le monde se tait. Chef d'escadrille, Leigh. Vous êtes par la présente promu commandant d'escadre et affecté au commandement du 172e escadron. Vous équiperez votre escadron de votre dispositif de projecteur et mènerez des patrouilles opérationnelles au plus tard le 1er juillet. Vous formerez vos pilotes personnellement. Vous soumettrez des rapports hebdomadaires de destruction directement à mon bureau. Vous prouverez que votre dispositif fonctionne ou vous assumerez l'entière responsabilité du gaspillage de ressources en temps de guerre. C'est clair? Oui, mon général. Rompez. Alors que Leigh quitte la salle, le représentant de l'amirauté émet une dernière protestation. Mon général, avec tout le respect que je vous dois, nous basons notre doctrine opérationnelle sur un seul test partiellement réussi d'un équipement non autorisé conçu par un officier sans qualification d'ingénieur. Joubert le coupe. Savez-vous quel était notre taux de réussite actuel pour les attaques nocturnes contre les sous-marins ? 0,3%. Ce n'est pas une doctrine, c'est du bruit statistique. Le commandant d'escadre Leigh vient de nous offrir notre première attaque nocturne confirmée en 2 ans. Je prendrai l'amateurisme plutôt que l'échec des experts n'importe quel jour de la semaine. Avant de voir comment le projecteur illégal de Leigh a changé la bataille de l'Atlantique, petit rappel, si vous appréciez ces histoires de francs-tireurs militaires qui ont défié les experts et gagné des guerres, abonnez-vous et activez les notifications. Nous publions de nouveaux épisodes de Derniers mots chaque semaine, révélant les histoires moins connues des officiers, ingénieurs et simples soldats dont les innovations non autorisées ont sauvé des millions de vies. Maintenant, revenons au commandant d'escadre Leigh et à la nuit où son invention a commencé à couler des sous-marins. Le 172e escadron reçoit son premier Wellington, équipé du Leigh Light le 15 juin 1942. Au 1er juillet, 12 avions portent la modification. Aucun des pilotes ne croit que cela fonctionnera. Le lieutenant d'aviation Norman Marrington exprime ce que tout le monde pense lors du briefing. Donc, nous sommes censés voler à 15 mètres d'altitude, dans l'obscurité, au-dessus de l'océan, et allumer un projecteur qui pèse 360 kg et pourrait nous aveugler si on le regarde de travers. Et c'est censé être plus sûr que de larguer des fusées éclairantes. Leigh se tient à l'avant de la salle de briefing, parfaitement calme. Le laser light s'active pendant 3 secondes. En ces 3 secondes, vous aurez une visibilité parfaite sur un sous-marin en surface à distance d'attaque. Votre bombardier aura une cible claire. L'équipage du U-boot sera figé de stupeur, incapable de servir les canons de pont ou d'atteindre l'écoutille. Vous larguerez vos grenades sous-marines et serez partis avant qu'ils ne se reprennent. C'est la théorie. Maintenant, nous la testons. La première destruction arrive plus vite que quiconque ne l'espérait. Le 5 juillet 1942, exactement 1 mois après le premier test de Leigh, l'officier pilote Wiley B. Howell décolle de la base de la RAF de Chivenor pour une patrouille nocturne de routine. Howell est un volontaire américain, 22 ans, effectuant sa 8e mission avec le 172e escadron. Il n'a jamais utilisé le Leigh Light en combat. À 23h34, son opérateur radar détecte un contact, le U-502, un sous-marin de type 7C, commandé par le capitaine-lieutenant Jürgen von Rosenstiel, de retour d'une patrouille réussie dans les Caraïbes. Le sous-marin navigue en surface, faisant 17 nœuds, confiant que l'obscurité lui assure la sécurité. Howell commence son approche exactement comme Leigh le lui a enseigné. Réduire les gaz, descente lente, maintenir le silence radio absolu. À 5 km, il ne voit rien. Juste l'obscurité et le clair de lune se reflétant sur les vagues. À 1 km 600, toujours rien. À 180 mètres, son navigateur annonce « La cible devrait être droit devant ». Howell ne voit que de l'eau. À 45 mètres, il actionne l'interrupteur. Le Leigh Light transforme la nuit en plein midi. 22 millions de bougies de lumière blanche pure jaillissent dessous le Wellington, transformant le golfe de Gascogne en une scène de théâtre. Là, figé dans une illumination parfaite, se trouve le U-502. L'équipage s'agite sur le pont, les officiers plongent vers l'écoutille.
Le sillage s'étend en blanc. Le bombardier de Howell n'a besoin d'aucune instruction. 6 grenades sous-marines tombent en chapelet parfait, encadrant la coque résistante du sous-marin. 3 secondes plus tard, la lumière s'éteint. Howell vire brutalement à droite, en montée, déjà en route vers la base. Derrière lui, le U-502 se brise en deux et coule en moins de 2 minutes. Les 52 membres d'équipage périssent. Aucun ne survit assez longtemps pour envoyer un signal de détresse. Le lendemain matin, Howell atterrit à Chavnor et rédige un rapport qui change l'histoire. Sous-marin illuminé à 0, heure 37. Attaqué aux charges de profondeur, cible détruite, demande la permission pour des patrouilles supplémentaires. Lee lit le rapport 3 fois, puis se rend au bureau de Joubar et le pose sur son bureau sans commentaire. Joubar le lit 1 fois, puis il décroche son téléphone et appelle le ministère de l'Air. « Ici Joubar. Je veux que des dispositifs Lee soient installés sur chaque Wellington du Coastal Command. Ça pas le mois prochain. Maintenant. » Les destructions s'accélèrent. 7 juillet. Le chef d'escadron Jefferson Greswell, le propre copilote de Lee lors du premier essai, illumine et attaque le U-159. Endommagé au-delà de toute réparation, le sous-marin regagne le port en boitant et ne reprend jamais la mer. 13 juillet, le U-750 est surpris en train de recharger en surface, coulé en une seule attaque. 16 juillet, le U-335 détruit dans le golfe de Gascogne, aucun survivant. En août, le Coastal Command de la RAF coule plus de sous-marins dans le golfe de Gascogne qu'au cours des 12 mois précédents combinés. Les commandants de U-Boot cessent de faire surface la nuit. L'amiral Dönitz émet des ordres d'urgence. Tous les bateaux rechargeront leurs batteries uniquement pendant les heures de jour. Les opérations de surface nocturne sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, mais les opérations de jour signifient des chasseurs de la RAF et des navires équipés de radars et des convois avec couverture aérienne. Les U-Boots sont piégés, faire surface la nuit et affronter le Ley Light, faire surface le jour et affronter tout le reste. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Dans les 5 mois précédant la mise en service du Ley Light, le Coastal Command de la RAF coule 7 sous-marins dans le golfe de Gascogne. Dans les 5 mois suivants, ils en coulent 41. Le taux de réussite passe de 0,3% à 40%, une augmentation de 100 fois grâce à une seule modification conçue par un seul officier sans diplôme d'ingénieur. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, l'officier aviateur Kenneth Owen Moore porte la technologie du Ley Light à son expression ultime. Moore est un Canadien de 22 ans pilotant un B-24 Liberator depuis la base RAF de Saint-Éval le jour J+1. Sa mission, patrouiller les approches de la Manche et empêcher les U-Boots d'attaquer la flotte d'invasion de Normandie. À 21h17, le radar de Moore détecte un sous-marin. Il approche dans l'obscurité totale, active le Ley Light à 50 mètres, illumine le U-441 et largue 6 charges de profondeur. Le sous-marin coule en 90 secondes. Moore fait demi-tour vers sa base. Puis, à 2h39 du matin, exactement 22 minutes plus tard, son radar détecte un second sous-marin. Il répète l'approche, active le projecteur. Le U-413 explose en une boule de feu visible à 30 km de distance. Moore atterrit à Saint-Éval avec cette entrée dans son journal de combat. Repérer 2 sous-marins. Couler les 2. Pour cette mission, Moore reçoit l'ordre du service distingué et l'étoile d'argent américaine. Ses mitrailleurs et son navigateur reçoivent des croix du mérite aérien. Le Liberator reçoit une nouvelle couche de peinture et un nouveau surnom, Killer Moore. Si vous êtes émerveillé par la façon dont l'invention non autorisée d'un seul homme a renversé la bataille de l'Atlantique, vous devez regarder notre épisode sur Percy Hobart, le général qui a conçu les chars du jour J, que Churchill qualifiait d'impossible et qu'Eisenhower qualifiait d'essentiel. Lien dans la description. Et si vous voulez soutenir cette chaîne et nous aider à raconter davantage d'histoires comme celle-ci, consultez notre lien Patreon ci-dessous. Maintenant, le dernier chapitre, ce qu'il advint de Humphrey Lee après la guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des Ley Light ont été installés sur 1800 appareils à travers le Coastal Command de la RAF, les escadrons de l'aviation royale canadienne et les bombardiers de patrouille de la marine américaine.
Le dispositif contribue directement à la destruction de 212 U-Boots, soit plus d'un quart de tous les sous-marins allemands perdus dans l'Atlantique. L'amiral Karl Dönitz écrit plus tard dans ses mémoires « L'introduction des avions équipés de projecteurs a rendu impossible toute opération efficace de nuit. Cette seule arme, plus que toute autre, nous a forcés à abandonner nos tactiques de meute de loups et nous a coûté la bataille de l'Atlantique. » En 1943, un commandant de U-Boot capturé après que son sous-marin eût été illuminé et détruit par un leg light déclare à ses interrogateurs « Nous l'appelions das Todeslicht, la lumière de la mort. Vous naviguiez en surface, confiant dans l'obscurité, et puis Dieu lui-même actionnait un interrupteur et faisait de vous une cible. Cela durait 3 secondes, c'était suffisant. » La technologie sauve environ 400 000 marins alliés et marins de la marine marchande. Humphrey Lee ne reçoit aucune reconnaissance publique pendant la guerre. Son invention reste classifiée jusqu'en 1946. Quand la guerre se termine, il continue de servir dans la RAF, prenant finalement sa retraite en tant que commodore de l'air en 1962. Il refuse chaque demande d'interview, décline chaque invitation à s'exprimer lors de conférences militaires. Quand le musée de la RAF demande la permission d'exposer son prototype d'atelier original, il répond par écrit « Le dispositif a fonctionné parce que des hommes courageux l'ont utilisé. Racontez leurs histoires, pas la mienne. » Lee décède le 19 novembre 2000, à l'âge de 83 ans. Sa nécrologie dans le Times fait 4 paragraphes, principalement sur son service administratif dans les années 1950. Le leg light n'a droit qu'à une seule phrase. Mais en 2008, la RAF installe enfin une exposition permanente sur le leg light au musée de la RAF à Hendon. La pièce maîtresse est le prototype d'atelier original de Lee, le projecteur bricolé construit à partir de pièces automobiles et de phares d'atterrissage récupérés, tenus ensemble avec du fil de fer et de l'espoir. En dessous, une plaque indique « Conçu en violation des règlements, construit sans autorisation, installé contre des ordres directs ». A sauvé 400 000 vies. Wiley B. Howell, le jeune Américain qui obtint la première destruction au Leg Light, devient plus tard le capitaine Howell, commandant le porte-avions USS Bennington. En 1965, lors d'une réunion des survivants du 172e escadron, il rencontre un commandant d'escadre Lee vieillissant et lui dit « Monsieur, grâce à vous, j'ai vécu assez longtemps pour me marier. Tout comme 300 autres pilotes, nous vous devons tout. » Lee sourit et secoue la tête. « Vous devez tout à vous-même. Je vous ai juste donné une meilleure lampe torche. La leçon n'est pas subtile. Humphrey Lee n'avait pas de diplôme d'ingénieur, n'avait pas d'autorisation officielle, n'avait pas le consensus des experts. Ce qu'il avait, c'était un problème qui devait être résolu et le courage d'ignorer tous ceux qui disaient que c'était impossible. Les experts avaient tort. Les règlements avaient tort, la doctrine établie avait tort, et un chef d'escadron d'âge mûr, avec un phare de voiture et un rêve, avait raison. Parfois, les mots les plus importants de l'histoire militaire ne sont pas « oui, monsieur » ou « à vos ordres ». Parfois, ce sont « regardez ça ».